Bonjour. Donc, il est un petit peu plus de 17 heures, un peu de retard, mais bon, c'est le retard un peu diplomatique, on va dire. Nous sommes ravis de vous accueillir ici et ravis d'accueillir tous nos intervenants pour cette dernière conférence du forum Elle-Connect. Donc, sur le thème, vous l'avez bien compris depuis ce matin, de la mixité étant source de performance. Donc, justement, nos intervenants ici présents sont tous des chefs d'entreprise, plutôt des entreprises, en tout cas de taille moins importante que celle qu'on a eu à témoigner depuis ce matin. Et ils vont nous expliquer comment cette mixité, cette diversité, et surtout, là, je vais introduire un autre mot qu'on n'a pas entendu depuis ce matin, moi je trouve intéressant aussi, comment ce brassage, alors qu'il soit de culture, qu'il soit générationnel ou qu'il soit de genre, est générateur de performance dans les entreprises, mais également aussi, ça c'est très important, en tout cas moi j'y tiens et je l'affirme, est générateur de bien-être. Dans l'entreprise toujours. Alors, je vais demander à chacun de vous présenter juste en un mot simplement. Donc votre nom, votre entreprise, votre secteur d'activité. Bonjour à tous. Je suis Diane Duvert, je suis directrice générale de la société Sovia, qui est une concession de poids lourds et de véhicules utilitaires à Bordeaux. Merci. Bonjour, je suis Pierre Benetou, le dirigeant de la société Aquarelle Rénovation, une petite entreprise de rénovation dans le bâtiment sur la région bordelaise. Bonjour, moi je suis Sylvie Caz. J'ai personnellement, avant viticultrice depuis longtemps, et j'ai aussi un restaurant, une agence qui organise des séjours dans la région. Mais surtout, j'ai porté un projet pendant longtemps, que je continue à porter, qui est le projet de la cité des civilisations du vin, dont vous allez sûrement entendu parler, qui est en cours de construction dans la Garonne. Bonjour, David Couturier, je suis associé du cabinet Mazars. Donc, le cabinet Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil. On est sur Bordeaux, à peu près 80 personnes, et nous sommes implantés sur Bordeaux depuis 3 ans. D'accord. Je vous remercie. Je vous demanderai à tous, parce que depuis ce matin, on navigue un peu avec les micros, moi-même déjà, par commencer, donc de bien parler dans les micros. Merci. Alors, se joindra à nous, non pas physiquement ce soir, mais par la magie de la technique, Philippe Rambaud. Certains d'entre vous le connaissent certainement. Philippe Rambaud, il a créé une association au niveau national, mais qui est partie de Bordeaux, qui s'appelle 60 000 rebonds, et vous verrez comment ça a tout à faire avec notre sujet d'aujourd'hui. Bien, alors, on va commencer par vous, Diane. Alors, Diane, moi j'ai entendu camion, atelier, donc ça sent l'univers typiquement masculin. Donc ça donne envie aux femmes, ça, de venir travailler avec vous. Et vous, comment vous êtes arrivée dans cette entreprise, en 2 mots? Et avec le recul, quel est un peu votre retour d'expérience? Alors effectivement, le monde du poids lourd et le monde du véhicule utilitaire n'est pas un monde particulièrement féminin. On a tous en tête l'image forcément des poids lourds, des hommes, de la masculinité, de la force, et non pas du côté féminin. Alors je suis arrivée dans la société parce que c'est une société familiale qui a été créée par mon grand-père, M. Guy Moreau, et qui est dirigée depuis longtemps par mon père, M. Richard Moreau. Et donc moi je suis arrivée par ce biais-là de manière au départ temporaire. Voilà, j'étais venue pour donner un coup de main. Et le temporaire est devenu définitif, voilà, puisque ça fait 17 ans que je suis dans la société. Donc oui, c'est un secteur très très masculin. Ce sont des produits masculins, forcément. Le véhicule a cette image, contrairement à la voiture, d'être voilà, vraiment catalogué dans la partie masculine des choses. Aujourd'hui, le métier se féminise, heureusement, j'allais dire, parce que dans notre monde, il faut avoir tous les points de vue, il faut avoir tous les ressentis. Et aujourd'hui, le côté féminin apporte une vision et un comportement différent vis-à-vis des relations que l'on a avec les clients et par rapport à nos produits. Voilà. Le regard des gens et le regard de la société commence un peu à évoluer. Et on y travaille tous les jours. Voilà. D'accord, mais alors on en a un petit peu parlé au cours des autres conférences. Est-ce que aussi dans votre univers, donc l'automobile, les camions, on peut dire que ces métiers sont de moins en moins réservés aux hommes? Est-ce qu'il y a encore des contraintes pour des femmes de pouvoir intégrer ce type d'entreprise? Alors, je parlais de l'image qu'a la société. Aujourd'hui, la dernière barrière qui existe, c'est une barrière purement psychologique. Aujourd'hui, dans notre métier, il n'y a plus aucun problème physique pour travailler sur un véhicule. Tout est mécanisé.
Nous avons des installations qui sont récentes, avec des ponts, avec des appareils élévateurs, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir faciliter le travail et des hommes et des femmes. Parce qu'il n'y a pas que des hommes qui font 90 kg et qui font 1,90 m. Voilà, il en faut pour tous les gabarits et faciliter le travail de nos collaborateurs, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc aujourd'hui, une femme peut parfaitement bien travailler au service des pièces détachées, gérer de la logistique, s'occuper des commandes, des pièces. Il n'y a vraiment aucune barrière par rapport à ça. Et au niveau même de l'atelier du technique, aujourd'hui, le métier devient extrêmement technique, très haut niveau au niveau des études. Et il n'y a aucun problème pour qu'une fille puisse venir travailler, au contraire. Mais malheureusement, ça n'est pas du tout rentré dans les mentalités. Oui, je crois que vous avez encore des difficultés à recruter des femmes dans tout ce qui est atelier, c'est ça? Alors, on a des difficultés à recruter tout court. Oui, commencez par voilà. là. Et encore plus des femmes, forcément. Alors, c'est pas volontaire, mais dans les écoles d'apprentissage, dans les écoles professionnelles, il n'y a pas de jeunes filles. Il y en a quelques-unes dans la partie pièces détachées, magasinage, des choses comme ça, effectivement, où il y en a quelques-unes. Et en général, elles se débrouillent très bien, parce qu'elles ont un très bon sens de l'organisation, elles se débrouillent assez bien. On a eu l'expérience, nous, avec une jeune fille. Voilà, donc aujourd'hui, c'est faute de candidats, c'est pas du tout faute de le vouloir. Dans le domaine utilitaire, mes confrères, moi j'en ai pas eu l'opportunité, mais mes confrères ont la possibilité aujourd'hui de recruter des jeunes filles plus dans la partie réception, contact aux clients, parce qu'elles passent très très bien et qu'elles ont une vision très différente qui complète bien la partie technique. D'accord. Mais justement, puisque vous avez du mal à embaucher, encore plus des femmes, qu'est-ce que vous diriez, parce que là on s'adresse quand même plus particulièrement à des femmes, quels conseils vous donneriez à des femmes pour, je dirais qu'elles n'aient plus peur de rentrer dans ces univers qui sont encore marqués masculins? Quelle attitude il faut qu'elles adoptent? Enfin, comment être? Je pense qu'il faut qu'elles se disent qu'il n'y a pas de barrière. Pas plus dans un métier typiquement masculin que dans un autre. Dans tous les métiers, il y a des contraintes. Dans tous les métiers, il y a des obstacles à franchir. Un entretien d'embauche dans le secteur du poids lourd ne sera pas plus difficile pour une fille que pour un garçon. Donc il faut qu'on se mette dans la tête que les hommes ont évolué, les femmes évoluent aussi. Et les mentalités au niveau des directions des entreprises, des concessions ont évolué aussi. Et ma génération ne fait pratiquement plus de distinguo, mis à part parfois sur certains postes, sur le carrossier ou sur des choses vraiment où les filles ne sont pas du tout attirées déjà par ça, donc forcément il y a encore cette idée-là, mais vraiment les mentalités ont évolué. Donc il faut se dire que les obstacles, ils ne sont pas plus présents dans un secteur typiquement masculin que dans un autre. Aujourd'hui, les choses évoluent. D'accord. Et une fois qu'elles sont dans l'entreprise, encore une fois, comment se comporter dans un monde d'hommes? Parce que je sais que... Ah ça oui, c'est très important. Voilà, c'est ça, j'aimerais que vous partagiez avec nous. Oui, c'est très important. J'ai récemment embauché une commerciale, une jeune femme, très jolie, qui plus est, très qualifiée. Et je lui ai dit surtout qu'elle n'essaie pas d'être soit trop femme, soit un peu homme. Voilà, il faut rester soi-même. Faut pas jouer trop de sa féminité parce que c'est pas plus utile dans un métier dans le poids lourd ou l'utilitaire que dans un autre. Il faut montrer ses compétences. Il faut pas jouer au pseudo-homme ou voilà. Il faut rester soi-même et aller de l'avant et vraiment se présenter tel que l'on est. Voilà, pas dans des extrêmes. Rester soi-même. D'accord. Donc nous retiendrons que dans pas l'automobile, mais les camions, hein, osons le dire, on peut être soi-même, on peut avoir porté des talents, mais pas trop, c'est ça? Ah si, il n'y a aucun problème. Mais avant tout, c'est comme dans tous les métiers, on doit faire ses preuves et montrer ses compétences. Et c'est pas plus facile ou moins facile avec des talons. Il faut rester soi-même. Si on est à l'aise en talons, tant mieux. Mais il ne faut pas se forcer à mettre des talons hauts pour justement mettre en avant certains arguments. On le répète, hein, comme on l'a déjà dit lors des autres conférences, on est vraiment sur les compétences. Exactement. D'accord. Merci Diane. Pierre Benetou, alors là aussi on enchaîne par un secteur, le second œuvre du bâtiment, encore évidemment traditionnellement masculin. Alors Pierre va nous expliquer d'abord qui est Aquarelle Rénovation
Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que c'est chez lui la mixité? À toi, Pierre. Alors, Aquarelle, entreprise de rénovation dans le second œuvre, effectivement, on intervient dans le domaine de, pour vous donner un petit peu une image sur ce que l'on fait, on travaille dans l'isolation, dans la plâtrerie, dans la peinture et dans la pose de carrelage. Imaginez une maison, 4 murs, un toit, tout ce qui est à l'intérieur, on le fait. Alors, nous, au point de départ, donc j'ai acheté l'entreprise il y a 6 ans, j'avais un salarié, j'en ai 10 aujourd'hui, et donc j'ai développé la société, et ce qui est à l'origine de cette mixité dans notre entreprise, c'est la difficulté que j'ai eue à recruter. Les canaux traditionnels de recrutement ne répondaient pas à la demande que j'avais de trouver des peintres, de trouver des plaquistes, de trouver des carreleurs qualifiés. Par conséquent, j'ai changé mon fusil d'épaule. Plutôt qu'embaucher des compétences, j'ai embauché des personnalités. Donc des personnes qui avaient envie de travailler, qui étaient ponctuelles, et qui acceptaient d'être formées, de rentrer dans la logique de travail de notre entreprise. Mais par ce canal-là, du coup, j'arrivais à avoir des personnes qui venaient d'origines différentes. J'avais des jeunes qui étaient en rupture, qui étaient en échec scolaire. J'avais des personnes qui étaient en rupture de société. Par le canal d'une association de réinsertion, j'ai embauché 2 SDF qui avaient envie de s'en sortir. Et moi, j'avais envie de leur donner confiance et de leur faire confiance. Et du coup, ce brassage a apporté dans notre entreprise, non pas une mixité homme-femme, mais une mixité sociale, qui est la principale caractéristique de notre entreprise. Il y a un front commun, une envie de travailler ensemble, mais venant pour chacun d'entre eux d'origine variée. D'accord, donc point de départ d'Aquarelle Rénovation, en tout cas quand vous l'avez reprise, c'est cette difficulté à embaucher. Et après, mise en place donc, de ces recrutements où le brassage donc, culturel et social est vraiment au cœur du système de développement. Mais comment ça peut fonctionner, ça? C'est pas forcément très simple. Comment on fait? Effectivement, c'est pas très simple parce qu'on a du portugais, on a du hongrois, on a du roumain, on a du landais, on a du médocain, et tout ce petit monde cohabite ensemble. C'est possible? Alors d'abord, au point de départ, il y a un deal. Je t'embauche, mais tu acceptes d'être formé à la manière dont on travaille. J'ai embauché des personnes qui avaient de l'expérience au départ, hein, mais qui avaient une manière de travailler qui ne correspondait pas à celle que je voulais. Et une personne qui n'a pas envie de changer ses habitudes est difficilement malléable et difficilement gérable. Donc, je suis parti d'une logique inverse, de prendre des gens sans compétences, les former. Et s'ils étaient d'accord sur ce point de départ, alors toutes les portes s'ouvraient parmi nous. Donc, ces origines différentes amènent aussi des compétences différentes. Et l'arrivée de ces compétences différentes fait qu'elles finissent par se diffuser dans l'entreprise. Je pense qu'au point de départ, en fait, pour répondre à votre question, c'est la manière de gérer les salariés qui fait la différence. C'est-à-dire que plutôt que gérer les salariés de manière hiérarchique, comme une entreprise standard avec une organisation pyramidale, j'ai plutôt mis en place une organisation de réseau où je souhaitais que chacun de mes salariés puisse être interchangeable. Pour vous donner un exemple concret, je voulais que mes peintres puissent faire du placoplâtre et que mes plaquistes puissent faire de la peinture. Pourquoi? Un exemple tout simple. Mes peintres râlent en permanence quand ils passent après un plaquiste parce que les bandes de placoplâtre qui vont joindre les plaques sont mal faites. Évidemment, il faut repasser derrière pour pouvoir les peindre et donner un résultat propre. Mes plaquistes ne sont pas du tout intéressés par métier de peinture, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas. Eux, ce qui leur plaît, c'est de monter des structures. La déco, c'est pour les peintres. Donc le fait de changer les postes, mettre un plaquiste chez les peintres et un peintre chez les plaquistes, chacun va voir la difficulté du métier de l'autre, donc va apporter un regard différent, leur ouvrir un petit peu l'esprit. Et moi, en tant qu'entrepreneur, ça va m'apporter une possibilité, si un jour mes peintres sont ou sur d'autres chantiers ou malades, de prendre un plaquiste et le mettre à sa place, et réciproquement. Donc de cette mixité sociale, on a réussi à mettre en place une mixité des compétences, où chacun a un cœur de compétences, mais il va aussi acquérir une autre compétence
complémentaires pour pouvoir remplacer au débeauté un salarié ou, et même aussi pour lui, apporter une nouvelle corde à son arc de savoir-faire. Donc il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, savoir aussi, en moi en tant qu'entrepreneur, en tant que patron, lâcher du lest, accepter que mes salariés puissent se remplacer quand il le faut, puisque le but qui nous réunit tous dans l'entreprise, c'est la réalisation d'un chantier. Et le fait de décloisonner cette manière de travailler traditionnelle par poste, mais de les interchanger si nécessaire, amène une meilleure cohésion et bref, chaque salarié se sent plus valorisé dans le sein même de l'entreprise. D'accord. Donc en 2006, un salarié. Aujourd'hui, c'est 10, 12 ? Oui, aujourd'hui 10 salariés. Avec, donc une sacrée croissance. Oui, une croissance Est-ce qu'on peut dire sympathique. La mise en place de ce système, ok, je dirais, mais pour quel résultat? Qui est satisfait? Est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'on a parlé de cohésion d'équipe? Est-ce que ça, vraiment, elle est réelle? Et est-ce qu'on peut parler voilà, on sait très bien que ce n'est pas forcément un métier facile, mais est-ce qu'on est bien dans cette entreprise? Peut-être pas le mieux placé pour le dire, mais bon, allons-y. Bon, alors, j'ai un indicateur, mes salariés ne partent pas. Voilà. Ils sont bien. Mais on a une manière aussi d'aborder l'entreprise. Enfin, je gère mes salariés peut-être de manière pas très conventionnelle, au moins dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on est une équipe, je suis leur patron, mais il m'arrive aussi d'intervenir sur le chantier pour les aider, pour les accompagner. Et ce qui m'importe, c'est que l'énergie qu'on met pour pouvoir embaucher quelqu'un est tellement importante, on dégage tellement de force et de moyens, que quand on a quelqu'un de bien, on a envie de le conserver. Et donc il faut qu'il se sente à l'aise. Et pour qu'il se sente à l'aise, il faut qu'il ait les outils pour travailler, mais aussi qu'on l'écoute. Il faut qu'on soit son écoute, et puis aussi qu'on soit son écoute dans le cadre de l'organisation même de l'entreprise. Si j'étais resté dans mon bureau tout le temps, j'aurais pas forcément compris que certains avaient besoin de changer le mode opératoire pour faire un chantier, pour gagner une journée ou deux sur l'exécution d'une tâche. Donc ça nécessite une approche culturelle peut-être différente que j'ai mise. Et ma force, c'est que ne venant pas du bâtiment, j'ai abordé cette entreprise avec un regard peut-être non conventionnel. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes, en tout cas vous, enrichi par cette pratique. Oui, ça nécessite tout de même une attention quasiment quotidienne, parce que je disais trivialement, j'énumérais les origines de mes salariés. Spontanément, ces gens-là n'iraient pas travailler ensemble, parce que vous avez des gaps culturels qui font que leur approche du chantier n'est pas nécessairement la même, donc il faut les amener à un dénominateur commun sur un terrain d'entente. Et il faut aussi que la direction de l'entreprise soit favorable pour cette mixité sociale et de compétences, mais il faut aussi la faire accepter par les salariés. Il faut qu'ils y trouvent leur compte. Et c'est le fait de voir que les chantiers avancent, que chacun se forme, que cette compétence, elle se diffuse auprès de chacun des salariés, qu'ils voient que le délai donné pour faire un chantier est tenu, donc ils sont satisfaits, ils ne vont pas s'étiminer la tâche. Donc par conséquent, oui, ça peut marcher, à condition que la tête le veuille et que la base et c'est un travail de tout le temps, de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et moi j'ajouterais, parce que Pierre ne vous le dit pas, mais parce qu'il est modeste, c'est que Aquarelle Rénovation a eu en 2013, donc c'est pas si vieux, a été lauréate du trophée Emploi Bordeaux Entreprise Citoyenne. Voilà. Merci Pierre. Alors, je vous parlais de Philippe Rambaud, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais en tout cas, qui a bien préparé cette conférence avec nous et que nous allons écouter à travers une vidéo. Donc, on va tous se tourner vers l'écran et vous allez voir comment... C'est bon. Vous allez voir comment 60 000 rebonds se sert justement de la mixité pour redonner du courage aux chefs d'entreprise pour rebondir. Pardon, je ne parle plus dans le micro. 60 000 rebonds est une association
projet d'aider, de supporter, d'accompagner des entrepreneurs qui ont connu la faillite, c'est-à-dire dont l'entreprise a été liquidée au tribunal de commerce, à rebondir, à repartir dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Bordeaux a joué un rôle particulièrement important dans l'histoire de 60 000 rebonds. D'abord parce que ça a été la ville pilote, la ville où tout a démarré, début 2012, grâce à un appui particulier de la ville de Bordeaux, et puis aussi parce que Bordeaux est de ce fait devenu la ville qui émet l'ensemble des bonnes pratiques sur l'ensemble de la France. Ce thème de la mixité, qui est votre thème aujourd'hui, nous concerne particulièrement, sans même probablement qu'on se soit posé la question, sans même qu'on se soit rendu compte. Il est au cœur de notre dispositif. Il a plusieurs manières de s'exprimer. La mixité concerne bien sûr les hommes et les femmes que nous accueillons au sein de 60 000 rebonds, que ce soit les entrepreneurs. Je pense qu'on a une proportion d'entrepreneurs femmes nettement supérieure à la moyenne nationale, que ce soit parmi les bénévoles qui accompagnent, que ce soit parmi les techniques que nous mettons en œuvre, puisqu'on va mixer du développement personnel pour reconstruire les entrepreneurs, puis également du développement commercial, du développement business, puisque le but c'est quand même de les faire repartir dans un nouveau projet entrepreneurial. La mixité s'exprime également par un mélange auquel j'ai tenu au début. C'était le mélange à la fois d'avoir des institutions dans cette association bénévole, ce qui est assez rare. On a des institutions qui ont vraiment participé au fondement même de l'association. Je pense à EY, Ernst & Young, qui nous accompagne dans les 10 villes et qui fait du mécénat de compétences, donc un partenariat très engagé de la part de leurs hommes. Je pense au Crédit Agricole également en Aquitaine, je pense au MEDEF, je pense à l'IFPPC, l'organisation des administrateurs judiciaires. Voilà, on a un gros pôle d'institutions qui est à nos côtés, et puis de l'autre côté, des individualités, des hommes, des femmes, qui nous rejoignent à titre purement personnel. Et on m'avait souvent dit, ça ne marche pas bien les mixités justement entre institutions et individualités. Et en fait, si, ça s'est révélé quelque chose de fondamental. On pourrait dire que c'est à la fois l'alliance de l'audace, la prise de risque, l'enthousiasme de l'individu à titre personnel, et puis mélangé avec de la part des institutions une sagesse, une prise de recul, une puissance aussi, que nous, individus, n'aurions pas. Voilà, et cette mixité me paraît un élément très important. Mixité également je reviens sur les entrepreneurs, mixité de leur statut, de leur histoire. En fait, ils sont tous réunis par un seul axe, un seul point commun, c'est le traumatisme qu'ils ont vécu à travers la faillite. Et ce traumatisme est triple, personnel, professionnel, financier, il est très intense et c'est ce qui réunit notre collectivité. En même temps, ils sont tous différents. J'ai parlé d'hommes et de femmes, je peux parler aussi de gens qui ont des histoires, des passés très différents, des cursus universitaires qui peuvent être très différents, et aussi des cursus entrepreneuriaux qui peuvent être très différents. On a des tout petits entrepreneurs, on a des très grands entrepreneurs, voilà. Et cette mixité, c'est une vraie richesse. C'est-à-dire qu'au-delà de la mixité sexuelle, la mixité historique, culturelle, universitaire, entrepreneuriale, est incontestablement une des richesses de l'association. Dans nos process de travail, et pour tirer probablement toute la richesse de cette mixité, nous avons un processus qui s'appelle GED, groupe d'échange et de développement. En fait, ce sont des groupes de 7 à 8 personnes qui, pendant 90 minutes, de manière extrêmement séquencée, va essayer de traiter, supporter, questionner la problématique qu'un entrepreneur déterminé va nous poser. Et on s'arrange pour qu'autour de la table, il y ait toutes les compétences très diverses, tous les statuts, toutes institutions et individus, c'est-à-dire un véritable mélange qui amène toute sa force de questionnement, mais aussi sa richesse, sa diversité de questionnement à l'entrepreneur. Le but de ces groupes, c'est pas de décider à la place de l'entrepreneur, c'est de le questionner de manière suffisamment intelligente, proactive, bienveillante
C'était donc Philippe Rambaud, on l'applaudit. Moi, ce que j'aime bien avec Philippe, c'est qu'on peut, et 60 000 rebonds, c'est qu'on peut se dire qu'on peut tous, dans notre vie, être amenés à être confrontés à un échec, et ça nous arrivera. Eh bien, on sait qu'on peut saisir cette opportunité pour en faire, enfin, cette difficulté pour en faire une véritable opportunité pour grandir et rebondir. Donc, nous nous réinstallons et je vais passer la parole à Sylvie Caz. Alors là, qui rebondit elle aussi à sa manière, non pas suite à un échec, hein, loin s'en faut, mais tout à l'heure, elle nous a pas dit qu'elle était devenue, et nous, on va l'interroger sur ça. Elle se lance dans une nouvelle aventure qui est l'aventure de l'entreprise en famille, cette fois-ci, non pas avec papa, maman et ses frères, mais avec sa fille. Alors la famille, hein, on sait que c'est tout aussi formidable qu'aussi difficile, en tout cas rempli d'affect. Donc elle va nous expliquer d'abord, bon, en 2 mots, Château Chauvin, et également qu'est-ce qui vous a donné envie, toutes les deux, de travailler ensemble. Alors moi, j'ai ni rien ni pour ni contre ni la mixité ni le travail en famille, puisque j'ai travaillé 20 ans avec mon frère pendant longtemps. Ça s'est très bien passé pendant 20 ans. Les choses ont évolué et donc j'ai trouvé que je ne trouvais plus vraiment ma place dans cette entreprise, dans l'entreprise familiale. J'ai fait un certain nombre de choses ensuite, toute seule de mon côté. Et puis mes enfants, donc je ne les avais pas élevés dans l'idée que... Donc moi, je suis originaire d'une famille de viticulteurs. Et évidemment, comme il ne peut pas y avoir... tout le monde ne peut pas travailler en entreprise. Moi, j'ai élevé mes enfants dans l'idée qu'il fallait qu'ils fassent leur vie, leur métier, qu'ils trouvent leur voie. Et surtout que vraiment... Enfin, ils ont été élevés à Pauillac, donc c'est pour ça qu'on parlait de Médocain. Et le tempérament médocain est assez fort, effectivement. Et donc, mes enfants, ayant été élevés à Pauillac, n'avaient qu'une envie, c'était de manger le monde et surtout pas de revenir dans la région, surtout en tant que viticulteurs. Donc, ils ont tous fait des études différentes. Et puis un jour, donc moi, j'ai eu un parcours différent avec pas mal de projets. Et puis un jour, j'ai eu envie de recréer un projet viticole. Je trouve que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir cette propriété à Saint-Émilion. Et une fois que ça a été fait, j'ai vu ma fille qui s'est retournée, qui avait fait des études de dentaire, et qui m'a dit « Mais tout compte fait, c'est drôlement amusant la viticulture et mon métier ne me passionne pas. » Bon. Alors je dis « Bon, et on fait comment ?» Et elle m'a dit « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que, je pourrais changer de voie ?» Je lui dis « Oui, ma chérie, ça, il n'y a pas de problème, on peut toujours changer de voie. » 2, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et donc, elle a décidé de s'inscrire à Bordeaux Sciences Agro pour faire un master de gestion viticole. Et 3, comment on fait pour travailler ensemble? Parce que ça, c'était quand même le plus compliqué. On n'a pas encore résolu ça. Oui, mais en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que toutes les deux, après avoir été chien et chat pendant quelques années, comme vous pouvez toutes l'imaginer, puisque vous êtes là avec votre mère et avec votre fille dans le futur, dans tous les cas, ça a été très très dur pendant quelques années. Et aujourd'hui, on est arrivé à une relation extrêmement sereine, très directe, où on se parle beaucoup, on échange énormément. Et moi, je suis sûre de ça. Ça, je sais que c'est un acquis. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, avec ma fille, il y aura toujours un échange qui fera que chacune trouvera sa place. Je ne sais pas encore comment, mais ce que je sais, c'est qu'on le trouvera. Et qu'est-ce qui vous donne cette foi? L'expérience passée Expérience passée, je pense, oui. Ouais. Expérience à la fois positive et négative. Bien sûr. Et comme j'ai vécu les deux, je sais très bien. Par exemple, j'ai vécu des expériences difficiles et des échecs, hein, vraiment relationnels avec des membres de ma famille et dans d'autres métiers avec d'autres personnes. Mais j'ai aussi vécu, par exemple, j'ai mon amie d'enfance qui a donc le même âge que moi, on a 11 jours d'écart. Et un jour, elle se retrouvait entre 2 jobs, elle ne savait pas trop. Et moi, je cherchais désespérément quelqu'un pour s'occuper du restaurant dont je m'occupe, que j'avais repris, qui est le Chaponfin. Et Brigitte avait fait un tout petit peu de restauration, elle avait surtout fait elle avait eu des boutiques, et donc elle était plutôt commerciale. Et je disais vraiment, j'ai besoin de quelqu'un qui a un profil comme toi, qui va pouvoir prendre ce projet et tout ça. Elle me dit, mais jamais on va travailler ensemble. Enfin bon, t'imagines. Je dis, oui, t'as raison. Surtout, faut pas travailler ensemble, sinon on va se fâcher. Enfin bon.
Et puis de fil en aiguille, on en a beaucoup parlé. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, bon, bah, on pourrait quand même tenter l'expérience. Et on s'est dit toutes les deux, on tente l'expérience, mais surtout, on se dit tout. C'est-à-dire, ça va, on se le dit, ça va pas, on se le dit. Et surtout, si dans un mois, on a envie de se crêper le chignon, on arrête tout. Et puis voilà, ça fait 3 ans que ça dure, et on ne sait pas vraiment crêper le chignon, et on se dit toujours tout. Et je pense que c'est très positif. Et donc, je sais que ça peut être positif et que ça peut fonctionner. C'est pour ça qu'avec ma fille, je sais très bien que ça peut fonctionner. Je vois quel est son caractère. Elle est comme moi, c'est-à-dire qu'on se dit tout. On se parle, on communique. Si ça marche, on se le dit. Si ça ne marche pas, on se le dit. Et surtout, on n'essaie pas de rattraper des morceaux qui ne marchent pas. On va trouver une solution pour que chacun trouve sa place et pour que chacun puisse être preneur de décision sans gêner l'autre. Voilà. Et ça, alors vous l'avez déjà vécu, vous savez en tout cas que vous allez essayer de le remettre en place dans cette nouvelle expérience. En quoi c'est enrichissant, je dirais, bon, bien sûr pour vous, humainement, mais aussi pour l'entreprise, parce qu'on est quand même dans une activité économique. Oui, absolument. Alors c'est enrichissant d'abord parce que être entouré de gens à qui vous pouvez faire une confiance totale dans votre métier, c'est formidable. Et moi, je ne sais travailler qu'avec des gens en qui... Alors, tout le monde n'est pas comme moi. Hein, je fonctionne beaucoup à l'affectif et je ne peux avoir qu'une confiance totale dans les gens avec qui je travaille. Et donc, ce phénomène-là, de pouvoir se parler, se dire les choses et d'avoir confiance, donc, pour moi, c'est fondamental. Après, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise? Je pense que les gens qui travaillent avec moi apprécient ce mode de fonctionnement. Il y en a avec qui ça ne marche pas. Et on se le dit aussi bien et on se sépare aussi bien. Moi, il y a des gens, j'ai eu des gens dans mon entreprise et ça n'a pas fonctionné à un moment donné. On a dit soit parce qu'il n'y avait pas assez de réussite et donc c'était trop compliqué, on se l'est dit, etc. On a essayé d'accompagner, en tout cas moi j'ai toujours essayé d'accompagner les gens avec qui ça ne marchait pas, ou d'essayer de faire que chacun, à un moment donné, quand on a fait un constat que ça ne marche pas, il faut l'accepter et ensuite comment on fait justement pour accompagner les personnes avec qui ça ne marche pas et pour que chacune retrouve aussi son projet. Et tout le monde, à ce moment-là, est valorisé. C'est-à-dire que, même moi, parce que moi, je ne supporte pas de travailler avec quelqu'un avec qui ça ne marche pas. C'est pas possible pour moi. Donc, on est vraiment dans l'envie de faire quelque chose ensemble. Et du coup, on met en place un petit peu, là, dans ce cas présent, un peu, on anticipe. Oui. Parce qu'on a de l'expérience. Voilà, on anticipe et on va dans une direction. Et moi, ce que j'entends, c'est transparence, clarté. Tout le temps. Relation. Et ça, c'est vraiment pour vous une dynamique de succès? Pour moi, c'est essentiel. Et du coup, les gens savent comment je fonctionne, donc ils comprennent. Alors après, il y en a qui n'adhèrent pas, hein, mais au moins ils savent. Voilà. Mais au moins, moi, je suis assez cash, quelquefois un peu trop. Bon, en tout cas, vous voyez, je ne sais pas, peut-être il y a certaines jeunes femmes ici qui sont confrontées à ça, elles peuvent se dire que travailler en famille, c'est possible. Bien évidemment, ça se prépare. Et ça se réajuste, mais ça peut être un grand plaisir. C'est ça, Sylvie? Oui, ça, je suis persuadée. D'accord. Merci. Autre dynamique de succès. Pardon. Autre dynamique de succès avec l'exemple donc de l'entreprise Mazars. Nous avons ici donc David Couturier qui va nous expliquer en fait comment le brassage, alors là le brassage, on est au cœur du brassage culturel, hein, c'est bien ça, et au cœur du modèle de développement de Mazars. D'abord, moi j'ai envie, hein, donc Mazars, on sait que c'est audit, expertise comptable, hein, je schématise, mais 3 mots sur qu'est-ce que c'est que l'audit. Alors si je précise un petit peu plus ce qu'est l'audit, alors il y a une mission que beaucoup de gens connaissent, qui est toute la mission autour du commissariat aux comptes, donc c'est une mission légale, avec un certain niveau de responsabilité à prendre au moment de la signature des comptes. Et vous avez aussi un certain nombre de missions qu'on rattache à l'audit qui peuvent être des audits d'acquisition, de cession, de valorisation de société, d'apport. Donc en fait, c'est des missions sur lesquelles on est très proche des dirigeants. Et ce qui est important pour nous dans notre métier, c'est de pouvoir avoir des personnes en face dans nos équipes qui soient suffisamment à l'écoute et réceptives vis-à-vis des problématiques des dirigeants. Si je fais un petit focus plus large sur le métier de l'audit en général, Mazars est un cabinet assez atypique. D'abord, c'est le seul cabinet d'origine française avec un réseau mondial complètement intégré. Ce qui veut dire que la notion d'intégration veut dire que chacun des associés du cabinet partage à la fois les avantages d'être entre nous, mais également les risques et les niveaux de responsabilité.
Donc on est très attentif à la manière dont on recrute nos équipes, à la manière dont on les fait évoluer au sein du groupe et à la manière dont on les fait progresser. Je suppose que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que de par cette typicité de Mazars, nous sommes globalement challengers par rapport aux autres cabinets que vous pouvez connaître. Ça nous impose d'avoir un certain nombre de qualités, de responsabilités qui font notre propre typicité. Pour développer cette typicité et pouvoir au fur et à mesure développer notre activité, depuis très longtemps, Mazars a ouvert ses recrutements à une forme de mixité assez large. Peut-être que la plupart d'entre vous imaginent que dans un cabinet d'audit ou d'expertise comptable, on recrute essentiellement des personnes d'école de commerce. En réalité, ce n'est pas le cas. Depuis une bonne quinzaine, une bonne vingtaine d'années, on recrute certes des écoles de commerce, d'à peu près 30%, mais on recrute aussi des universitaires et on recrute aussi des écoles d'ingénieurs. Évidemment, les ingénieurs, quand vous les faites débuter dans le métier, ne connaissent strictement rien aux aspects comptables et financiers. Néanmoins, ce sont des personnes, et c'est vrai aussi pour les écoles de commerce ou les universitaires, qui peuvent avoir une certaine appétence à la discussion avec certains dirigeants, notamment lorsqu'on est dans leur secteur d'activité qui leur convient. Alors, je vais juste prendre un petit exemple qui est mon cas personnel. Il se trouve que je suis ingénieur agro, donc ça n'a strictement rien à voir avec le métier du chiffre. Néanmoins, au fur et à mesure, c'est un métier qui s'apprend. Et lorsque j'ai à discuter avec un certain nombre d'acteurs d'agroalimentaire, je suis en capacité de discuter au-delà du sujet chiffres et comptes, mais plus globalement de leur stratégie, de leurs problématiques, de leur situation du moment. Et pour nous, cette mixité culturelle est extrêmement importante pour pouvoir nous développer. Donc c'est vraiment une politique de recrutement spécifique sur des profils très variés, que ce soit au niveau, donc, je dirais, des associés, quand Mazars a été créé, et vous-même ici, donc l'ouverture du bureau Mazars ici, mais au niveau des nouvelles recrues aussi. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors on n'a pas de quota particulier. Le premier critère que l'on recherche lorsqu'on fait passer les entretiens de recrutement, c'est a-t-on envie de travailler avec la personne en face de nous? C'est le point de départ. L'audit, c'est un métier qui s'apprend au fur et à mesure. Alors c'est vrai, quand on a un background financier, les choses sont un petit peu plus faciles au début, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être capable d'avoir un esprit critique, d'être ouvert, d'être curieux, d'être intéressé. Et ça se juge au moment des entretiens par des échanges qui peuvent être tout à fait informels. D'ailleurs, dans le processus de recrutement, généralement, ça va assez vite. Il y a 2 entretiens, et ce sont des entretiens qui peuvent se faire avec exclusivement des collaborateurs qui sont déjà au sein du cabinet. Quelquefois avec un associé à la fin pour valider le choix, mais ce sont les collaborateurs qui choisissent quelque part les personnes à recruter. Rappelez-nous, parce qu'on ne l'a pas dit, Mazars en monde c'est quoi? Et ici à Bordeaux, en effectif? Mazars dans le monde, c'est à peu près 13 000 personnes, on est dans 70 pays. Avec un centre de décision qui en France, ça fait à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. La France fait 300 millions dans l'ensemble avec 2000 personnes. Et sur Bordeaux, aujourd'hui, nous sommes 80 personnes. D'accord. Alors, je sais qu'on ne parle pas trop forcément chez vous de problèmes de mixité homme-femme dans l'entreprise. Hein, c'est assez bien réparti de façon naturelle. En revanche, je crois que l'audit, c'est un métier quand même compliqué, difficile, où on peut être amené à s'absenter, être loin de son entreprise, enfin de son domicile plus exactement, des jours entiers. Donc comment vous faites-vous, alors face à un métier un peu difficile aussi, comment vous faites-vous pour attirer des gens? Qu'est-ce qui donne envie de venir travailler chez Mazars? Alors il y a plusieurs choses. Il y a notamment la mixité, en fait, de profils. Et la répartition homme-femme. En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir créer des conditions de travail et un bien-être qui permet, face à ce métier exigeant, qui peut nécessiter effectivement des déplacements très importants ou une réactivité très, très importante, que l'on puisse avoir un cadre de travail où chacun puisse s'épanouir, où chacun puisse apprendre des spécificités des uns et des autres, et de manière très concrète, que les personnes, lorsqu'elles se lèvent le matin et qu'elles viennent au bureau, aient envie de travailler avec les autres personnes qui sont là autour d'elles. Le modèle de développement d'un cabinet, c'est assez naturellement
souvent au bout de 3-4 ans, les gens partent parce que c'est souvent considéré comme un 3e cycle. Il y a un signe qui est extrêmement intéressant et qu'on apprécie, c'est que j'ai encore eu le cas pas plus tard qu'il y a 3 semaines. On a un collaborateur qui est parti au bout de 3-4 ans, qui a fait 1 an de poste de directeur financier et qui au bout d'1 an a décidé de revenir chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouvait finalement plutôt pas mal à travailler chez nous sur des sujets visiblement qui l'intéressaient, nouveaux. Et donc, le métier a un certain attrait. Et à partir du moment où on crée les conditions pour que les gens s'y sentent bien, les gens restent et s'investissent dans leur travail. D'accord. Et comment vous mesurez ça? Donc par du peu de turnover? Comment vous mesurez? Parce que je vous avais dit qu'on parlerait de bien-être. Hein. Là, on est typiquement... Alors nous, en fait, on suit 3 choses. On suit le turnover. Alors le turnover existe dans les cabinets d'audit, mais globalement, chez Mazars, il est plus faible que dans les autres cabinets. Donc c'est déjà un signe intéressant. Le deuxième point, c'est qu'on a des retours. Et le cas que je citais n'est pas du tout isolé. On a beaucoup de collaborateurs qui, à un moment donné, ont voulu suivre une autre voie et qui reviennent chez nous. Le troisième point, c'est la satisfaction, globalement aussi, des personnes qui sont passées au sein du cabinet et qui après suivent des parcours divers et variés et qui ont tous gardé une attache très forte avec le cabinet Mazars. Donc ça, c'est également un point extrêmement important. Et puis alors, le dernier, je vais en rajouter un 4e, c'est le recrutement. On s'aperçoit que, alors globalement, l'audit est un secteur qui recrute, mais l'image que le cabinet Mazars véhicule est extrêmement positif auprès des plus jeunes. Et c'est d'ailleurs ce que l'on mesure dans des enquêtes de satisfaction, où on voit que le cabinet Mazars fait partie des 10 premières sociétés françaises appréciées par les jeunes diplômés. Quand je parle des 10 premières, ce n'est pas uniquement dans le métier de l'audit et du conseil, hein, c'est les 10 premières au niveau national. Et c'est quelque chose auquel on est extrêmement attentif. D'accord. Et ça, vous pouvez l'attribuer au bien-être dans l'entreprise que vous savez créer, hein? Exactement, au bien-être, à cette mixité, à la capacité de pouvoir proposer des parcours spécifiques à chaque personne. Mazars a une logique très entrepreneuriale, donc chacun peut trouver sa voie et on aide les différents collaborateurs à trouver leur voie et leur place au sein du cabinet. D'accord, merci. Je vous avais dit on parlerait de bien-être. Là, on a vraiment des entreprises qui nous ont fait plaisir, qui nous ont donné envie, et surtout elles ont témoigné, moi de ce que j'ai entendu là, c'est qu'elles ont vraiment témoigné que d'abord la diversité, le brassage, la mixité, ça se décrète pas, mais c'est du travail du quotidien. C'est une vraie volonté, donc on est vraiment dans le savoir-être, hein. Je pense que vous êtes d'accord, il y a une grande partie, quelles que soient les contraintes des métiers, il y a une grande partie de savoir-être, et puis il y a une grande partie de ce que j'entends aussi, c'est qu'on essaye, on recommence, on échoue, on repart, on rebondit, et finalement c'est ça l'entreprise aujourd'hui, ça va être de plus en plus ça, hein. On l'a un petit peu abordé, on va avoir plusieurs vies, de toute façon il ne faut pas croire que tout va être simple, non, mais en tout cas on peut avoir les moyens si on sait qu'on peut rebondir, si on écoute bien ce que nous a dit Philippe Rambaud, à condition que ce soit accompagné, bien évidemment. C'est peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui cette entreprise ensemble, comment construire cette entreprise du 21e siècle qui est fondée sur le collaboratif, et là je me tourne vers Vanda, on est vraiment dans la vocation Elle Connect, c'est ensemble qu'on va arriver à faire tout ça. En tout cas, moi j'espère qu'on vous a bien donné envie ici à travers ces témoignages de voir se multiplier ces modèles d'entreprise qui, encore une fois, c'est possible, quels que soient les secteurs, hein, quelles que soient les tailles d'entreprise. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Je passe la